Il est donc maintenant temps d'entrer de plein pied dans la première partie de notre colloque, qui sera consacrée à explorer les avenues qui permettent de repenser les grands projets d'infrastructure dans une perspective plus durable. Nous allons réfléchir avec les prochains conférenciers à la valeur sociétale des grands projets. Accueillons notre première conférencière, Marie-André Caron, qui va nous présenter les résultats de ses travaux sur les bénéfices non financiers, travaux qu'elle a menés en collaboration étroite avec Nathalie Drouin. Nathalie se joindra d'ailleurs à nous pendant la période de discussion qui suivra. La présentation de Madame Caron est intitulée « L'intégration des bénéfices non financiers tout au long du cycle de vie des grands projets d'infrastructure pour repenser leur succès ». Marie-André est professeure titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur la sociologie économique. Ses travaux de recherche s'intéressent à la comptabilité environnementale et sociale, ainsi qu'à la transdisciplinarité. Elle a publié ses travaux dans différents ouvrages et revues tels que Accounting, Accountability and Auditing Journal, Sustainability Accounting et bien d'autres. Marie-André, la parole est à toi. Bonjour, merci Alexandra. Donc, je vais débuter à l'instant. Donc, comme Alexandra vous le disait, c'est un projet que je mène conjointement avec Nathalie Drouin. Nous menons ce projet déjà depuis plus de 2 ans. Nous avons procédé à une revue de littérature systématique pour bien voir, bien prendre connaissance des différents modèles qui existent dans la littérature, et ces résultats ont déjà été publiés dans un article scientifique. Nous sommes rendus à l'étape de mettre en œuvre le modèle que nous avons développé à travers plusieurs études de cas. Donc, nous avons débuté déjà cette étape, et nous aurons sans doute la chance de vous présenter les résultats de ces études de cas l'an prochain à cette même conférence. Donc, j'y vais d'abord avec le plan en 3 éléments très simples. Nous nous sommes d'abord interrogés sur le pourquoi. Donc, qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui pourrait éventuellement légitimer, justifier la prise en compte des BNF? On s'est également évidemment intéressé au quoi. Il faut vraiment être capable de mettre le doigt sur les éléments de manière assez précise que l'on pense qui devraient être intégrés. Mais finalement, un élément extrêmement important sur lequel nous penchons, et nous le faisons aussi beaucoup à travers les études de cas, c'est le comment. Notre approche vise beaucoup à intégrer les acteurs concernés par les impacts. Donc, il ne s'agit pas d'un modèle pensé par des scientifiques dans leur tour d'ivoire, là, pas du tout. Comme on s'intéresse beaucoup à la transdisciplinarité, eh bien, l'implication des acteurs est quelque chose d'extrêmement important. Donc, l'approche, la démarche comme telle est un élément extrêmement important donc pour parvenir à cette intégration des bénéfices non financiers qui implique un changement de paradigme, comme vous le disait Nathalie. Donc, c'est pas simple, ça demande du temps. C'est la raison pour laquelle le comment prend une importance très grande. Dans le pourquoi s'y intéresser, évidemment, il s'agit d'assurer la viabilité. Nous avons, avec l'approche que l'on veut mettre en œuvre, une préoccupation très grande pour le long terme, hein. Contrairement à l'optique dans laquelle s'est mené beaucoup les grands projets d'infrastructure au cours des dernières années. Donc, le long terme prend de plus en plus d'importance. Il prend de plus en plus d'importance parce que les acteurs eux-mêmes de la société, évidemment, y accordent aussi beaucoup plus d'importance, hein. On est face à une société éduquée, une société préoccupée, une société de plus en plus participative. Donc, ce sont des éléments qui doivent de plus en plus être pris en compte. Et on sait très bien qu'avec ça aussi, on vise à obtenir le soutien de la communauté. Le concept d'acceptabilité sociale, ben, vous le savez, hein, prend beaucoup, beaucoup d'importance. Alors, c'est bien certain qu'une recherche comme la nôtre s'inscrit en ligne directe avec ce concept-là. Un élément aussi très important, c'est une préoccupation, au fond, de partager la responsabilité de ces BNF à travers plusieurs acteurs. Il ne s'agit pas de dire voici, c'est le promoteur qui est responsable, c'est le maître d'œuvre, c'est le concepteur. Donc, il s'agit vraiment d'impliquer plusieurs acteurs dans cette responsabilité, que ce soit des acteurs privés, publics.
Et donc, il s'agit évidemment, éventuellement, les bénéfices non financiers pourraient être traduits en bénéfices financiers pour une nouvelle proposition de valeur. Comme Nathalie vous le disait, le concept de valeur est un concept qui prend énormément d'importance dans les grands projets et c'est un concept qui est appelé à être redéfini. Donc, la valeur historiquement constatée n'est plus celle qui occupe la priorité des acteurs aujourd'hui. Donc, on sait très bien qu'il y a une mouvance et les grands projets d'infrastructure ne peuvent pas demeurer derrière cette mouvance. Donc, mais ce concept de valeur, il est vraiment pas simple à définir, mais c'est vraiment en lien avec ce concept-là que nous travaillons. Donc, il s'agit non pas maintenant uniquement bien faire le projet, comme historiquement c'était le cas dans les grands modèles de gestion de grands projets, mais il s'agit maintenant de réfléchir pour s'assurer de faire le bon projet. Et ce modèle qui a été pensé par Turner et Xu en 2018 est extrêmement intéressant parce qu'il montre comment chacun des niveaux remet en question le niveau antérieur. Par exemple, au fil du temps, on a apporté le concept d'outcomes pour revoir celui d'output que l'on trouvait insuffisant. Mais déjà, à partir du concept d'outcomes, il est mis à l'épreuve par les objectifs du projet lui-même. Donc, nous avons là un modèle qui est extrêmement dynamique. Hein. On voit à travers les différentes flèches qui sont exprimées ici que ce modèle-là, il est dynamique, que ce modèle bouge. Et donc, les différents acteurs qui interviennent dans ce modèle-là sont appelés à plusieurs étapes à remettre en question ce qui avait été pensé au niveau précédent. Et par exemple, on voit très bien que pour faire le bon projet, il faut, oui, s'intéresser aux outputs, mais aussi aux outcomes, mais aussi au but que l'on s'était donné dans la réalisation de ce projet-là. Et finalement, pour assurer le succès du projet, bien, il faut que les outcomes soient en quelque sorte cohérents avec les buts que l'on s'était donnés. Mais ces buts-là, ils vont bouger. Ils vont bouger en fonction des acteurs qui les portent. Et quand on ouvre la communauté, quand on ouvre les acteurs et qu'on intègre les acteurs concernés par les impacts, alors c'est certain que ces buts-là du projet, ces objectifs vont être transformés par ces acteurs. Et du coup, avec cette démarche-là, ce qu'on réalise, c'est qu'on se trouve à améliorer la performance du projet lui-même. Okay? Donc, ce qui est très important dans ce modèle, c'est deux choses. C'est de voir que chaque niveau remet en question, donc exerce une tension sur le niveau précédent, mais aussi qui, par la présence et par la dynamique des acteurs présents et par l'évolution des acteurs concernés, eh bien, ce modèle-là participe à améliorer la performance ou à questionner, à tout le moins, la manière dont on conçoit la performance des grands projets. Donc, le quoi maintenant? Évidemment, les BNF, on a une difficulté, bon, comme disait Nathalie, globalement, les bénéfices non financiers correspondent aux retombées sociales et environnementales des grands projets, mais il faut faire bien attention de réaliser qu'il y a des retombées évidemment qui sont positives. On sera bien heureux de mettre en évidence pour valoriser davantage et mieux le projet, mais il y a aussi bon nombre de retombées négatives que l'on voudra chercher à diminuer. Et pour ce faire, évidemment, l'idée étant de bien considérer le partage des responsabilités des acteurs à travers ces impacts négatifs pour être capable de faire les bonnes corrections. Donc, ensuite, il y a une grande préoccupation, évidemment, de la société au niveau planétaire. Donc, ça exerce de toute façon une pression très importante sur les grands projets. Il y a des défis urbains de gouvernance, de résilience, d'inclusion, qui sont de plus en plus pris en considération par nos différents acteurs, nos différents intervenants au niveau municipal. Il y a beaucoup d'éléments intangibles à travers les bénéfices non financiers. Donc, évidemment, cela va poser un défi très important pour la mesure. Comme la mesure est un peu mon background, dans le fond, étant chercheur en comptabilité, mais je suis surtout chercheur en comptabilité critique. Donc, j'ai une préoccupation très grande au fait de considérer une mesure avec beaucoup de prudence.
Et ces éléments intangibles vont nécessiter une mesure, mais vont également montrer que la prudence dans la mesure est extrêmement importante. Comme, comme exemple, par exemple, de valeur, de la manière dont une valeur sociale peut être transformée en valeur économique, on peut penser, par exemple, à une infrastructure qui intégrerait la création d'un espace vert dans un quartier défavorisé. Eh bien, avec cet espace, on rejoint trois éléments sociaux, trois valeurs sociales importantes, qui est l'inclusion, un milieu de vie sécuritaire et une qualité de vie pour les citoyens. Donc, du coup, on voit très bien que pour chacun de ces éléments-là, il y a une traduction qui peut se faire en valeur économique. Hein. On parle de, par exemple, réduction de coûts de santé. Si on a un milieu de vie plus sécuritaire, évidemment, les commerçants vont être davantage intéressés donc à s'y installer. Donc, augmentation des services pour les citoyens, retombées économiques pour les commerçants, réduction des coûts de santé également lorsqu'on améliore la vie et qu'on favorise l'entraînement physique. Dans le comment, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant aussi, et nous avons mené donc, comme je vous disais, une revue systématique de la littérature pour bien prendre connaissance des modèles existants dans la littérature en gestion de projet, pour bien s'assurer que l'intégration des bénéfices non financiers, donc la démarche que l'on propose, ne se fait pas à contrario avec les modèles existants. Donc, pour que ces modèles soient adoptés, il faut qu'ils puissent être adaptés à la démarche préexistante au niveau de la gestion des grands projets. Donc, il s'agit davantage de se greffer aux démarches existantes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à faire cette revue de la littérature systématique en prenant bien en considération la complexité déjà existante des grands projets, bien avant de parler d'intégration des bénéfices non financiers. Donc, par la multiplicité des acteurs concernés, évidemment, on est très conscient que la complexité des grands projets, elle est très grande. Donc, ce qu'il faut pour chacun des grands projets, avant même de penser d'intégrer donc les bénéfices non financiers, c'est de considérer les particularités contextuelles de ce projet-là. Et évidemment, puisqu'il s'agit d'orchestrer des groupes et des sous-groupes, donc il faut bien prendre connaissance de ces groupes à orchestrer. Il faut bien prendre connaissance également de la temporalité du projet pour être capable d'intégrer adéquatement, au bon moment, au bon rythme, cette intégration des bénéfices non financiers. Et comme il y a beaucoup d'acteurs qui ont des objectifs différents, parfois contradictoires, conflictuels, il faut vraiment bonifier la communication et la formation à ces différents intervenants. Donc, évidemment, pour ça, il faut prévoir des acteurs qui sont compétents pour assurer cette communication et cette formation. Nous priorisons également l'idée d'avoir un concept qui est fédérateur. Un concept comme le développement durable, par exemple, qui peut sembler une grande enveloppe fourre-tout, est un concept suffisamment souple qui permet à différents acteurs de le concevoir selon leur modalité. Donc, ça peut faciliter les échanges. Et c'est ce qu'on appelle un concept objet frontière. Donc, c'est un concept euh, qui peut réunir, qui peut rassembler, tout en permettant des adaptations spécifiques aux différents contextes des différents acteurs impliqués. Évidemment, on priorise également la mesure, tout en considérant avec beaucoup de précaution cette mesure. Donc, nous avons, la démarche que nous proposons prévoit une mesure qui n'est pas une mesure parfaite. Nous préférons des mesures imparfaites, des mesures fluides, qui permettent le bricolage de la part des acteurs qui sont impliqués dans le projet, qui permettent des réaménagements, qui permettent régulièrement de repenser la mesure. Parce que le problème avec une mesure parfaite, c'est que souvent, elle clôt les options au lieu de les ouvrir. Donc, la mesure étant importante, mais une mesure qui serait flexible. Parmi les différentes approches que nous avons constatées dans la littérature et que nous savons très bien que c'est aussi différentes approches qui sont mises en œuvre dans différents projets, puisque cette littérature, elle est basée, dans le fond, sur les meilleures pratiques au niveau de la gestion de projet au niveau international. Donc, nous avons pris connaissance de deux grandes approches qui sont soit une approche analytique ou une approche holiste, et également de deux orientations. Quand on parle d'orientation, on veut dire des orientations développement durable ou des orientations non développement durable. Donc, évidemment, comme il s'agit de bénéfices non financiers, une part très importante
des modèles d'intégration qui existent à ce jour font une place importante au concept de développement durable. Mais ce qui nous a aussi surpris, c'est que plusieurs procèdent aussi à cette intégration, mais à travers d'autres éléments qui ne réfèrent pas au développement durable, que ce soit à travers les facteurs clés de succès des grands projets, qui est un concept quand même largement connu en gestion de projet, à travers également l'analyse de la gestion de risque, qui est aussi très connue en gestion de projet, et ça, c'est d'un point de vue analytique, puisque quand il s'agit de facteurs clés de succès, vraiment, on y va dans le détail, l'identification de ces facteurs. Pour les risques, la même chose. Mais on a aussi retrouvé des modèles largement holistes qui ne reposaient pas forcément sur le développement durable, et ce sont des modèles qui reposent sur le concept de valeur. Et il faut constater qu'il y a une très grande évolution de la manière de concevoir ce concept au cours des 30 dernières années. Et celle que nous proposons, évidemment, fait une place beaucoup plus importante aux bénéfices non financiers. À travers ces modèles-là, dans le fond, que nous avons répertoriés à travers les schémas, surtout, qui étaient utilisés, puisqu'on pense que même dans un contexte de gestion de grands projets concrets, ces schémas-là peuvent jouer un rôle très important d'objet frontière, c'est-à-dire qu'ils puissent réunir des acteurs pour qu'on puisse s'entendre sur un même euh, schéma ou concept fédérateur, mais à l'intérieur duquel on peut faire des ajustements. Et à travers ces modèles, on a vu des schémas qui étaient davantage binaires, des schémas qui étaient désencastrés ou encastrés. Et là, évidemment, on fait référence davantage au développement durable, nous allons le voir. Et on a également vu des modèles désencastrés qui permettent la mesure par simulation. Donc, on va voir la différence à travers ces trois modèles-là. Donc, au niveau de l'approche analytique, je pense que vous comprenez très bien ce qu'on veut dire ici, c'est que nous allons prendre, par exemple, différentes dimensions. Pour chacune des dimensions, nous identifions des dimensions secondaires et ensuite, bon, nous avons différents exemples pour chacun de bénéfices non financiers. Pour les dimensions principales, évidemment, un projet, en gestion de projet, on est habitué de fonctionner avec des dimensions qui font référence, par exemple, au site, aux intrants du projet, aux extras et à sa gouvernance. Je pense que là, on retrouve les grandes catégories générales là, que lorsqu'on veut discuter des dimensions des grands projets. Et si on prend, par exemple, au niveau des intrants, on va penser aux ressources humaines et on va penser à leur sécurité. En termes de bénéfices non financiers pour les ressources humaines, on va parler en termes de productivité, de motivation, de morale, de stress. Et évidemment, pour la sécurité, on pense aux accidents liés aux infrastructures. Mais on voit qu'en intégrant ces quatre éléments-là, on va beaucoup plus loin si on ajoute, par exemple, l'élément gouvernance et qu'on travaille à cet élément pour en faire une approche intégrée. Et là, on tombe dans des présences d'équipes multidisciplinaires comme étant un indicateur là, de prise en compte de bénéfices non financiers. Donc, pour les modèles holistes, donc, on retrouve ce genre de schéma où on essaie de prendre en compte plusieurs dimensions en simultané. Donc, ça pose évidemment le problème de l'intégration de ces dimensions-là. Lorsque le modèle est désencastré, on retrouve ici, vous allez reconnaître les trois cercles du développement durable, dont le contenu peut varier beaucoup d'un projet à l'autre. Et donc, on retrouve, et ce modèle-là, on va le voir tout à l'heure, est un modèle davantage désencastré, puisque à tout moment, on est capable de penser à un aspect sans considérer tous les autres en même temps. Sachant qu'ils sont là, les autres, on peut temporairement les mettre en veille pour bonifier certains autres aspects. Donc, il n'y a pas obligation de les traiter en simultané. Et c'est ce qui différencie beaucoup un modèle désencastré d'un modèle encastré qui pose beaucoup plus de difficultés. Pour ce qui est du modèle holiste binaire, on voit qu'on est encore dans une logique où on traite différemment des besoins de deux parties. Donc, on va avoir des besoins de parties prenantes internes versus externes. On va voir un niveau stratégique versus un niveau tactique. Donc, c'est un modèle qui se veut davantage linéaire et qui est fondé sur l'alignement de différentes parties de manière linéaire. On le retrouve également ici avec ce modèle où on cherche à réconcilier, dans le fond, la proposition de valeur du projet avec celle qui est demandée par le client. Et là, on voit très bien avec toutes ces petites flèches en zigzag, le bruit
qui est amené par cette tentative de réconciliation. Donc, on voit très bien qu'il y a une difficulté là, à réconcilier ces deux niveaux. Et ce modèle-là met beaucoup en évidence, c'est un modèle norvégien qui met beaucoup en évidence les défis posés par la gouvernance pour faire correspondre ces deux propositions de valeurs et aussi pour assurer une communication adéquate entre ces différentes parties. Et voici un modèle qui finalement est très ambitieux. C'est un modèle qui demande de considérer en simultané, donc c'est un modèle encastré, qui demande à considérer en simultané, par exemple, l'impact économique, mais son importance pour la société. Même chose au niveau de la technologie. Donc, chacun des éléments que vous retrouvez ici à l'interne qui sont dans un premier temps désencastrés, sont ensuite encastrés dans le modèle plus large qui vise à considérer l'impact pour la société. Donc, au moment de concevoir chacun des indicateurs, on peut les penser soit au niveau technologique, politique, environnement, économie, mais en même temps, on tente de le concevoir de manière à considérer son impact pour la société. Alors, on voit très bien que ce modèle-là est un modèle quand même largement ambitieux et c'est ce qui nous amène à voir que finalement, la démarche d'intégration des bénéfices non financiers, elle se doit d'être progressive. Un historique de gestion de grands projets peut, après quelques années, parvenir à cette intégration, à cet encastrement des différents éléments des bénéfices non financiers. Mais on peut très bien imaginer que dans un premier temps, on voudra possiblement préférer une démarche analytique pour bien identifier les éléments importants à considérer de manière individuelle pour ensuite être capable peut-être de les intégrer dans un modèle davantage holiste mais désencastré, donc où chacune des grandes dimensions serait représentée, pour finalement être capable de les ajuster pour les penser de manière encastrée, donc toujours avec l'impact prioritaire sur la société. Donc, il y aurait comme un raffinement progressif des différents indicateurs dans une démarche long terme de gestion des grands projets. Donc, on revoit ici le modèle donc, désencastré. Vous avez ici le modèle holiste, désencastré, axé sur la mesure. C'est un modèle extrêmement intéressant qui a été établi en 2009 et qui repose sur des simulations informatiques très, très poussées où finalement on cherche à mesurer l'impact des différents projets. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'éléments de mesure, mais ce modèle, il est quand même flexible hein, puisqu'on peut modifier les éléments de mesure en fonction des priorités accordées à ces différents aspects. Mais on voit quand même jusqu'où peut aller le niveau de complexité quand on veut identifier et surtout mesurer les éléments de bénéfices non financiers pour un grand projet. Donc, nous proposons une démarche évidemment progressive en six étapes. On a bien vu qu'il y avait plusieurs angles, que ce soit des angles analytiques, des angles holistes, des angles qui font appel au développement durable, des angles qui ne font pas appel au développement durable, qui sont davantage axés sur les facteurs clés de succès des grands projets. Donc, c'est important que le grand projet au niveau de sa gouvernance, on soit capable d'identifier le modèle d'affaires du grand projet et de choisir l'angle qui convient. Évidemment, ne serait-ce que cette première étape peut donner lieu à une réflexion très importante aux acteurs qui sont impliqués dans le projet. Donc, il est très important, évidemment, que dès cette étape, que les acteurs que l'on veut impliquer dans ce grand projet, tout dépendant du degré d'ambition que l'on accorde à cette intégration des bénéfices non financiers, soient impliqués déjà dans le choix d'angle d'analyse ou d'angle d'implantation des bénéfices non financiers. Ensuite, on va choisir les catégories prioritaires, évidemment, comme on ne peut pas traiter toutes les catégories en simultané et surtout les encastrer d'entrée de jeu dans la société. Donc, il y a une étape de choix qui doit être faite des principaux des enjeux prioritaires, mais également des indicateurs que l'on va prioriser dans un premier temps. Il s'agit évidemment à travers ça de faire participer les porte-paroles concernés. On les met ici à cette étape en voulant signifier que on va les accroître, les étapes,
les porte-paroles concernés au fil du temps. Il s'agit de les impliquer déjà dans un premier temps, à l'étape 1. Je pense que dès cette étape-là, il faut maximiser les acteurs, la participation des acteurs concernés. Et dans un deuxième temps, lorsque l'on avance dans la démarche, on prend de l'assurance et là, on peut ajouter davantage de personnes concernées pour revoir, remettre en question, repenser le modèle. Et ensuite, évidemment, il est très important de faire évoluer les indicateurs dans le temps en revenant aux principes fondamentaux, à quoi sert la mesure et surtout à qui sert la mesure. Hein? Une mesure, ce n'est jamais neutre. Cette mesure intègre des valeurs, intègre des priorités et donc il faut les faire évoluer, ces valeurs-là, et s'assurer qu'elles sont flexibles. Faire un suivi, et je termine avec ça, je vois Alexandra qui me fait peut-être les gros yeux. Donc, il faut faire un suivi sur les changements de comportement. On ne mesure pas pour mesurer, on mesure pour faire évoluer les comportements. Donc, on fait un suivi sur les changements de comportement pour s'assurer, encore une fois, qu'on a les bonnes mesures qui apportent les changements de comportement souhaités. Merci à vous. Je termine en répétant donc l'importance que le modèle d'intégration des BNF choisi soit compatible avec les contraintes du triangle d'or. Il ne s'agit pas de se mettre en porte-à-faux avec ces contraintes, mais plutôt de s'y intégrer. Et évidemment, pour ça, ça prend une démarche axée sur l'apprentissage qui favorise l'inclusion, le dialogue et ouverture à l'implication paradoxale des parties prenantes qui seraient opposées au projet, mais une participation qui soit constructive. Je vous remercie. Merci Marie-André pour cette présentation. Je ne te ferai